que cette soirée s'inscrit dans les cadres de lundi contre la dette. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est juste nos rendez-vous mensuels à l'Aquilone où on discute des sujets d'actualité généralement liés à la dette. Donc cette soirée s'inscrit dans ce lundi contre la dette avec un format un peu différent, donc un format grande conférence. Et elle est soutenue par, je mentionne toutes les organisations qui soutiennent parce que je voudrais les remercier au début et pas à la fin parce que sinon je vais oublier. Donc c'est Attaque Liège, les CEPAC, les Centres d'éducation populaire André Génaud, les Gréséa, Financité, la CNE Secteur Banque et ACID. Donc ACID c'est les collectifs d'audit citoyen en Belgique. Par rapport à cela, il y a une personne d'ACID, Gilles, qui voudrait dire un mot par rapport à la brochure qui vient de sortir, et donc je lui laisse la parole. C'est juste que c'est le micro. Merci. Voilà, bonsoir, simplement pour vous dire que le prochain lundi contre la dette, donc le prochain mois ce sera le 11 juin, ACID, donc l'audit citoyen de la dette en Belgique, groupe liégeois, vous présentera sa petite brochure qui est sortie il y a quelques semaines et qui donc a trait aux 15 choses que vous devriez savoir sur la dette de Liège, donc ça vous concerne au premier plan. La brochure en consultation libre juste là. Il y a aussi, parce qu'on manque un peu de brochures pour le moment, on en réimprimera bientôt, sur le mur un lien vers la brochure que vous pourrez trouver sur Internet, et vous y apprendrez notamment qu'il y a un petit FMI local en Wallonie qui s'appelle le CRAC, que la dette c'est la première dépense de la ville de Liège, que les banques, dont on a parlé ce soir, peuvent se servir directement sur le compte de la ville si jamais elle lui fait défaut, ce qui est absolument illégal, et vous trouverez tout ça du coup dans cette brochure-là, et vous entendrez parler le mois prochain, le 11 juin. Merci. Et donc la brochure elle est bien sous les stands, c'est un magnifique stand réalisé par l'équipe du CSDM Belgique, toujours très dynamique, qui est là. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une petite caisse pour les prix libres si jamais vous vouliez contribuer. Si on veut rentrer tout de suite dans les vifs un peu du débat, donc les sujets, comme vous le savez déjà, c'est les banques. Donc on est conscient que les sujets des banques et de la finance n'est pas un sujet très sexy, on le sait, et pourtant les banques sont à la base du fonctionnement de nos sociétés. Et nous sommes convaincus qu'il est plus qu'il est temps de mettre cette question au centre du débat public et qu'il est nécessaire de construire un contre-discours à la narration dominante sur les banques. On voit bien en fait les résultats d'une gestion complètement privatisée de l'argent et du secteur bancaire. Cette gestion a démontré son échec, a mené une instabilité financière qui persiste. Et donc je vais mentionner juste quelques exemples de cet échec. Plusieurs milliers de milliards de sauvetages bancaires, milliers de milliards d'euros de sauvetage bancaire fait par les États, des réglementations bancaires qui ne fait que favoriser la spéculation, la politique du quantitative easing que vous connaissez peut-être, sur laquelle on va revenir, qui a injecté jusqu'à aujourd'hui 1000 milliards d'euros dans les banques européennes sous prétexte de relancer l'activité économique. Cette politique, comme on va discuter avec les conférenciers, en réalité, elle alimente d'autres buts spéculatifs qui vont préparer le terrain pour les prochains cracks financiers. Et donc tout ça pendant que les actionnaires des banques, surtout leurs poches se renflouent, et surtout pendant que les peuples sont appauvris par les biais d'une austérité généralisée. Et donc on se demande si cette crise financière est finie. On se le demande parce que plusieurs politiques nous le disent, le répètent sans cesse. Très récemment, la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a déclaré « Il nous faut anticiper d'où viendra la prochaine crise ». Ouais, et donc exactement comme ils avaient fait en 2008, quand, rappelons, on tient de rappeler que les agences de notation avaient accordé la note AAA à plusieurs firmes, comme par exemple la firme américaine Enron, qui en 2000 avait fait faillite.
Rappelons qu'il y avait d'autres types A qui étaient attribués aux produits structurés liés au marché de subprime en 2006 et 2007 et que la Federal Reserve avait un discours tout à fait rassurant à ces propos. Donc ils nous disent que les pire est passé, ils nous disent qu'il y a la croissance économique, que tout est solide et tout, mais est-ce qu'on le croit? Donc, pour nous, c'est crucial de revenir sur ces constats-là, de pointer les responsables de la crise, de pointer un peu les causes de tout ça. Mais c'est aussi nécessaire, je pense que c'est un des mérites de cette conférence, de parler des alternatives, de parler de quoi faire aujourd'hui, quoi faire dans les futurs, et comment faire en sorte, par exemple, que les banques s'occupent d'investir dans des projets socialement et écologiquement durables et utiles pour la société. Merci Clara. Alors le CLTM travaille sur la question des banques depuis quelques années déjà, spécifiquement Éric Toussaint et Patrick Saurin, qui ont grandement contribué à la réalisation de ce dernier numéro de la revue du CLTM, Les autres voies de la planète, donc dédié aux constats sur les banques, mais aussi surtout aux alternatives. En 2014, le CLTM publiait le livre d'Éric, qui était le fruit de vraiment minutieuses recherches depuis plusieurs années. Ce livre qui s'appelle Bancocratie, très complet, vraiment pour tout savoir sur les banques. Et alors au CLTM, on fait un travail d'analyse, de recherche, mais aussi un travail de vulgarisation, d'éducation permanente. Là, on va dire plus spécifiquement Aline Farès, que certaines connaissent sûrement ici. Aline Farès qui est ancienne bancaire et qui est militante au CLTM Bruxelles et qui a développé une animation qui s'appelle Comment fonctionnent les banques, qui dure 2 heures avec 4 parties, avec des jetons de poker, et qui permet de comprendre vraiment comment les banques sont trop grosses, comment elles sont systémiques et comment elles sont dangereuses pour la société. Tandis que Patrick Saurin, donc, qui a également contribué à la revue, lui était syndicaliste auprès de Sud, BPCE qui est une des plus grandes banques françaises. Et il est aussi il est membre du CLTM France et comité d'audit citoyen en France. Et comme l'écrit Patrick Saurin dans un article dans la revue, les banques restent un impensé de la théorie hétérodoxe économique. C'est pourquoi, au CLTM, nous nous appliquons à proposer des alternatives radicales, tant des mesures applicables immédiatement en vue de se protéger face aux futures crises bancaires, que des propositions pour aller vers la socialisation du système bancaire. Alors en 2 mots, une petite présentation de Jeanne. Donc Jeanne Chevalier, elle est secrétaire, toujours le cas, secrétaire à l'économie et au plan B au parti de gauche et assistante parlementaire au Parlement français, assistante d'Éric Coquerel de la France Insoumise. C'est aussi la coordinatrice du livret banque de la France Insoumise, qui était paru en mai 2017 et auquel Patrick Saurin, il y en a quelques-uns sur le stand pour les curieux et curieuses. Et alors Éric est porte-parole du CLTM, porte-parole et cofondateur du CLTM International, docteur en sciences politiques de Liège et Paris 8. Il a coordonné les travaux de la commission pour la vérité sur la dette grecque, sur la dette publique de la Grèce, créée en avril 2015, coordonnée par Zoé Constantopoulou, qui était la présidente du Parlement grec. Éric a aussi participé à la commission d'audit intégral de la dette équatorienne en 2007-2008. Voilà, sans plus attendre, on va commencer par les questions. On va faire en 3 parties. D'abord une série de questions plus sur les constats. Alors à 10 ans du déclenchement de la crise, la situation bancaire elle est toujours très critique. Est-ce que vous pouvez nous commenter qu'est-ce qui a été fait ou plutôt qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi les réglementations actuelles ne suffisent pas? Et enfin, est-ce qu'il y a un risque d'une nouvelle crise financière? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais vous remercier le CADTM pour l'invitation. Je suis très honorée et en même temps très impressionnée d'être invitée par le CADTM dont j'admire énormément les travaux. Voilà, donc je vais commencer tout de suite sur tes questions. Alors, moi j'anime le groupe d'action, comme Robin l'a très bien dit, sur les banques et la finance de la France Insoumise. Et donc ces questions, c'est typiquement des questions auxquelles on s'intéresse, auxquelles on essaye de répondre. Christine Lagarde a dit en février dernier, il nous faut anticiper d'où viendra la prochaine crise financière. Nous, on essaye d'exercer notre vigilance citoyenne et on a justement organisé une conférence publique sur ce sujet à Paris.
Alors à cette conférence publique, on avait des intervenants comme Romary Gaudin, le journaliste, Dominique Plion, économiste. On avait également Dany Lang, économiste également, et Véronique Danet de la CGT Banque Assurance. Voilà. Et alors tous nos intervenants étaient complètement d'accord pour dire qu'une prochaine crise financière était imminente. On en a eu un avant-goût, si on peut dire, avec les soubresauts boursiers de février dernier. Et puis, si on analyse la situation économique actuelle, voilà, toutes les conditions sont là, et même plus qu'en 2007-2008. Les chiffres sont très significatifs. Aujourd'hui, on a une dette mondiale, à la fois publique et privée, qui est égale à 240% du PIB mondial. Donc voilà, qui est largement supérieure à la richesse totale du monde. Donc voilà, donc ça montre bien qu'on est face à un décrochage majeur entre l'économie réelle et l'économie financière. On a également des politiques monétaires qui sont menées, notamment en Europe, mais également aux États-Unis depuis la précédente crise financière, qui n'ont fait en réalité qu'injecter des milliards dans l'économie, mais pas dans toute l'économie, mais plutôt dans la sphère financière, et qui ont fait grossir une bulle financière qui menace d'exploser. Alors, si on s'interroge sur les foyers possibles d'une future explosion, en réalité, ils sont extrêmement nombreux. On a la dette des étudiants aux États-Unis qui représente aujourd'hui près de la moitié du PIB français, près de la moitié de la richesse totale française, voilà. Donc qui pourrait être un des foyers de la prochaine déflagration. On a des bulles immobilières dans de nombreux pays, et notamment la France, mais également des pays d'Europe du Nord. On a la finance de l'ombre qui continue de se développer en dehors de toute régulation financière à l'échelle européenne ou internationale. Voilà, donc les foyers sont nombreux aujourd'hui. Et la régulation financière, bancaire, mise en place depuis 2007-2008, nous on l'estime évidemment à la France Insoumise totalement insatisfaisante. Alors on avait eu des grands principes qui avaient été énoncés évidemment face au désastre, mais en pratique en 2013, quand le gouvernement Hollande a voulu légiférer sur les banques, on a vraiment une réforme à minima, une loi écrite sous la dictée intégrale du lobby bancaire, voilà, et qui, selon le président de la Société Générale à l'époque, ne conduit à séparer que 1% des activités bancaires. Parce qu'une analyse qui est faite, c'est que aujourd'hui, ce qui serait important de faire, ce serait de séparer les banques d'affaires qui spéculent sur les marchés financiers, c'est la finance casino, etc. Et les banques de dépôt qui s'approchent plus du rôle originel des banques, à savoir collecter et prêter, financer l'économie réelle. Voilà, investir dans des projets concrets qui seront utiles à nos besoins humains. L'idée, donc voilà, c'est la position sur laquelle on est au sein de la France Insoumise, et elle est reprise par de nombreuses associations. Il faudrait faire une muraille de Chine entre ces deux entités, revenir sur les banques, ces immenses banques universelles qui concentrent toutes ces activités, et voilà, et protéger nos dépôts, protéger le fonctionnement des vraies banques qui fonctionnent au service de l'économie réelle, des errements spéculatifs des banques d'affaires. Voilà. Et c'est pas du tout ce qui a été fait en 2013 en France, et malheureusement. Voilà. Une réforme qui est vraiment mise en avant par Bruxelles, par les institutions européennes aujourd'hui, pour nous dire que l'Europe lutte contre la prochaine crise financière, c'est la question de l'union bancaire européenne. Alors, nous, on pense d'une part que cette union bancaire est insuffisante. Aujourd'hui, l'union bancaire, c'est important, moi je pense, et c'est mon rôle, et j'essaye vraiment de faire comprendre ça au sein de la France Insoumise, parce que je pense que c'est essentiel, comme tu l'as dit, que les citoyennes et les citoyens se saisissent de la question des banques. On n'a pas beaucoup de banquiers dans nos rangs, mais il faut quand même aborder ces questions pour ne pas les laisser aux mains des puissants et de ceux qui détiennent un grand capital. Alors l'union bancaire, elle est ancrée sur 3 piliers. Tout d'abord, on a la supervision unique des banques qui est exercée à l'échelle européenne. Ça veut dire que voilà, la Banque Centrale Européenne supervise toutes les grandes banques européennes.
Ensuite, on a un mécanisme de résolution unique. Ça veut dire que si une banque fait faillite, a priori, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, prévoit des mécanismes pour que la restructuration de la banque se fasse en interne. C'est-à-dire que les États ne doivent pas venir au secours des banques. Et ensuite, on a un fonds de garantie des dépôts pour que si jamais une banque faisait faillite, venait à faire faillite, ce ne soit pas les déposants qui payent, mais on est un fonds européen qui sauve, entre guillemets, les dépôts, qui puissent venir abonder les banques pour préserver les dépôts des déposants. Voilà. Donc en pratique, ça ne marche pas tout à fait. Le fonds de garantie des dépôts qui est censé venir préserver nos dépôts, aujourd'hui, il tarde à se mettre en place, et c'est notamment parce que les banques allemandes refusent de l'abonder, parce que c'est aux banques de l'abonder, notamment parce qu'elles refusent de payer pour les banques grecques, par exemple. Voilà. Et on a ce troisième pilier de l'union bancaire qui tarde à être mis en œuvre. Par ailleurs, on nous a dit qu'il s'agissait de superviser les banques à l'échelle européenne, avoir une vision un peu globale des banques. Il n'empêche que l'union bancaire aujourd'hui, elle va seulement faire ce qu'on appelle de la supervision microprudentielle. C'est-à-dire qu'elle va regarder à l'échelle d'une banque, est-ce que cette banque, individuellement, ne prend pas trop de risques. Or, précisément, ce qu'a démontré la crise financière de 2007-2008, c'est que le risque pour la stabilité financière mondiale, internationale, il résidait dans l'interrelation entre les banques entre elles et avec le secteur des assurances et avec les marchés financiers. Voilà, c'est tout à fait global. Oui, c'est bon, je vais tenir. Voilà. Et donc, ce qu'il importerait plutôt, au lieu de regarder les risques à l'échelle d'une banque, ce serait de regarder les risques à l'échelle globale. Voilà. De regarder les risques au sein de l'ensemble du système financier. Et ça, au sein des banques centrales nationales comme au sein de la Banque centrale européenne, c'est encore très très largement insuffisant. Voilà, donc l'union bancaire qui est présentée par l'Union européenne actuelle, les puissants au sein de l'Union européenne comme la solution face à la prochaine crise financière, nous on n'y croit pas. Voilà. Et enfin, aujourd'hui, l'Union européenne, les oligarques, nous on parle comme ça, de l'Union européenne, ceux qui détiennent le pouvoir au service des puissants au sein de l'Union européenne, ils introduisent de nouveaux risques qui risquent de provoquer une prochaine crise financière. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, il est arrivé en 2014, non seulement en ayant sur son CV le fait d'avoir organisé l'évasion fiscale au Luxembourg pendant des années en toute impunité, mais également avec un beau projet dans ses bagages, qui est un projet qui s'appelle l'Union des marchés de capitaux. Voilà. L'Union des marchés de capitaux, il s'agit en réalité de créer, je dis ça généralement pour simplifier un peu, mais il s'agit d'aller vers un grand marché financier à l'échelle européenne. Il s'agit d'harmoniser les places financières dans chaque pays de l'Union européenne. Et l'Union des marchés de capitaux, donc c'est la grande réforme de Jean-Claude Juncker et de la Commission européenne actuellement. Donc il s'agirait, dans le discours dominant, de relancer le financement de l'économie. Aujourd'hui, ce qui est avancé, c'est que les petites et moyennes entreprises ne bénéficient pas suffisamment de financement du secteur bancaire. Donc, il faudrait remédier à cela en leur permettant de se financer sur les marchés financiers. Donc nous, évidemment, on est contre cela. On pense que le fait de se financer sur les marchés financiers, ça introduit des risques beaucoup plus importants par rapport au financement bancaire, qui apporte quand même un certain nombre de sécurités, de garanties. Voilà. Le financement sur les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle un financement désintermédié, donc voilà, et qui présente beaucoup plus de risques. Voilà. Et par ailleurs, l'union des marchés de capitaux, deuxième point, c'est que cette réforme réintroduit la titrisation. Alors la titrisation, en fait, c'est le fait de procéder, enfin, c'est exactement ce qui a conduit à la crise de 2007-2008. Voilà, c'est des produits financiers complexes, c'est le fait de construire des produits financiers
à partir de prêts déjà accordés. Là, en l'occurrence, il s'agirait de faire de la titrisation à partir de prêts aux petites et moyennes entreprises, ce qui est extrêmement risqué, ce qui ne se fait même pas aux États-Unis. Voilà. Donc aujourd'hui, à travers cette union des marchés de capitaux, sur lesquels Finance Watch et un tout petit peu les économistes atterrés en France ont déjà travaillé, eh bien en réalité, on prépare les conditions d'une prochaine crise financière qui est imminente et qui risque d'être encore pire que celle de 2007-2008. Voilà, je vais laisser la parole à Eric. Merci Jeanne, et merci à Robin et Chiara pour l'introduction, et bien le bonsoir à chacun et à chacune. Qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis 10 ans et pourquoi la situation n'est pas améliorée? En fait, il fallait prendre une série de mesures minimum si on voulait éviter la répétition de crises. Des mesures très simples. 1. Augmenter très fortement le capital qu'une banque doit réunir par rapport au montant des engagements qu'elle prend. Donc si vous voulez, aujourd'hui, en moyenne, une banque détient en capital propre environ 3% des engagements qu'elle prend. C'est-à-dire qu'elle peut faire jouer un effet de levier de 33. Avec 3 €, on peut prêter ou faire des investissements pour une centaine d'euros. Et donc si on permet cela, si une banque perd 3 ou 5 sur 100, elle peut être conduite à la faillite, puisqu'il faut aller chercher, en cas de perte, au niveau du capital, de quoi faire face à la perte. Et donc, les banques travaillent avec des moyens propres extrêmement faibles et en démultipliant par l'effet de levier ce qu'elles peuvent faire de ces moyens. Donc il fallait augmenter ce qu'on appelle le ratio fonds propres ou capital propre par rapport à l'ensemble du bilan. Passer de 3%, je dirais, ce qui permet un effet de levier de 33, à, je dirais, au moins 20% pour avoir un effet de levier limité à 5. Officiellement, selon les accords de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, grosso modo, les banques détiennent, elles doivent détenir au moins en rapport capital propre, engagement global ou bilan, une relation de 8%. Mais ça, c'est absolument du bidon. Parce que, et je le démontre dans mon livre Bancocratie et dans une série d'articles, on laisse aux banques le loisir de pondérer leur bilan par l'estimation des risques qu'elles prennent. Et donc je montre que, alors que les banques ont en réalité un ratio capital propre par rapport à leur engagement, donc de 3 par rapport à 100, avec un effet de levier de 33, lorsqu'elles publient elles-mêmes leurs résultats, en appliquant ce qu'on appelle la pondération des actifs par le risque, elles réussissent à démontrer qu'elles dépassent le ratio et le pourcentage de 8% et qu'elles atteignent 11 ou 12%. Pour vous donner un exemple, Dexia, au stress test que Dexia a dû accomplir pour la Commission européenne en juin 2011, Dexia, officiellement, et la Commission avait accepté, disait avoir des capitaux propres pour 11% de son bilan. Et quelques mois plus tard, elle a été sauvée une deuxième fois de la faillite, parce qu'elle a été sauvée une première fois en 2008, elle a été sauvée une deuxième fois de la faillite par l'intervention de l'État belge, de l'État français et de l'État luxembourgeois. Parce qu'en réalité, le ratio n'était pas du tout de 11%, mais en réalité de moins de 3%. Donc, première chose, si on veut
éviter le maintien de banques extrêmement fragiles. Et si on veut réduire la prise de risque, il faut augmenter très fortement le ratio entre les fonds propres et les engagements pris par la banque et les porter à 20% sans permettre de pondérer par le risque. Il faut aussi savoir, mais bon, si vous voulez des détails là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre au cours de cette conférence, il faut lire les articles que j'ai écrits sur ce sujet-là. Mais les autorités de régulation permettent aux banques d'adopter leur propre système d'évaluation de risque. Donc non seulement elles déterminent le montant réel de leurs actifs par rapport à leur engagement, mais elles ne doivent pas appliquer une tarification définie pour toutes les banques, elles appliquent leurs propres critères. Et les grandes banques font donc reconnaître par les autorités de contrôle leur outil propre d'évaluation des risques qu'elles prennent. Et tous les rapports un peu sérieux des 15 dernières années, notamment le rapport Liikanen, mais d'autres rapports, montrent que ces outils d'évaluation propres ne fonctionnent absolument pas, comme ne fonctionnent pas, et ça Jeanne l'a mentionné, les notations attribuées par les agences de notation privées à l'égard des banques et de leurs produits. Donc, première chose, il fallait modifier le ratio fonds propres et bilan global des banques. Deuxième chose, il fallait séparer, comme on l'a fait en 1933 sous la présidence de Franklin Roosevelt aux États-Unis, les banques de dépôt des banques d'affaires. Et donc dire, il y a deux catégories de banques, les banques de dépôt qui reçoivent des dépôts d'épargnants, de déposants, de clients, et ces banques de dépôt ne peuvent utiliser ces dépôts que pour attribuer des prêts à d'autres clients, qu'ils soient des personnalités, des personnes morales ou des individus, donc des entreprises, des collectivités publiques et des individus. Et ces banques de dépôt ne peuvent absolument pas acheter des titres financiers, elles ne peuvent absolument pas intervenir sur les marchés financiers, et donc elles ne peuvent pas spéculer. Et ces banques de dépôt sont garanties par les États, les dépôts des déposants sont garantis par les États, mais elles doivent appliquer une politique extrêmement contrôlée et séparer ces banques-là des banques d'affaires. Et dire les banques d'affaires ne peuvent pas prendre des dépôts de clients particuliers, elles doivent se financer sur les marchés financiers et elles peuvent mener une série d'opérations qu'on doit réglementer, réguler, mais elles ne bénéficient d'aucune garantie. Elles font leurs activités à leur risque et péril. Les États ne les sauveront en aucun cas. Et donc, les entreprises qui sont prêtes à jouer avec ces banques d'affaires, elles doivent savoir qu'en cas de faillite, personne ne viendra les sauver et qu'elles feront les frais de la faillite. C'est ce qui avait été instauré aux États-Unis après une énorme crise bancaire. Il y avait eu le crash d'octobre 29 à Wall Street, et puis une crise bancaire en mars 1933, et Roosevelt avait fait fermer pendant 3 semaines complètes, imaginez cela, pendant 3 semaines complètes, toutes les banques américaines ont été fermées en mars 1933. Et il a dit, je mets de l'ordre dans tout ça, et je fais passer la loi qu'on a appelée Glass-Steagall, c'est-à-dire le Banking Act, la loi bancaire, qui séparait entre banques de dépôt et banques d'affaires. Et cette législation-là a été déconstruite progressivement à partir des années 80, et c'est sous l'administration Clinton, en 1998-99, que définitivement ce qui restait du Glass-Steagall Act a